un Richaumont égale 2 Vaatonen. Marguerite Richaumont a continué toute sa vie de s'appeler Marguerite Richaumont, même si elle s'était mariée avec un Vaatonen. Ce n'est pas que l'idée d'abdiquer son propre nom, et sans doute donc une partie de son identité en faveur de celle de Liam Vaatonen, la perturbait. Mais elle affirmait simplement à qui voulait l'entendre que Marguerite Richaumont, il allait sans dire, ça sonnait mieux. Pour ma part, je pense qu'elle avait cette fierté caractéristique et incompréhensible des petits propriétaires terriens qui ne possèdent plus grand-chose à force d'échanges top-moi dans la main au-dessus du grillage, mais qui, somme toute, conservent, avec une parcelle près de la rivière, le secret espoir de recouvrer le prestige d'antan. Richaumont, dans ce coin du Canada, signifiait bien plus que Vaatonen. Plan précis de la bicoque. Il y avait donc Marguerite Richaumont, Liam Vaatonen son époux, et leurs 2 filles, Maria Christina et Mena. La maison où habitait la famille Vaatonen possédait 4 pièces, 4 fenêtres, avec dans la salle de bain un petit soupirail à barreaux scellé grossièrement. Il y avait des toilettes pleines d'araignées au fond du jardin, un poulailler, et en tout et pour tout, 6 portes légèrement dégondées. L'une de ces portes ne servait à rien. Comme elle était un peu tuilée, Marguerite Richaumont avait poussé une armoire pour l'obstruer totalement. Cette porte de couloir n'existait pas du côté du salon et désorientait les 2 sœurs Vaatonen. C'était comme un trompe-l'œil. Aucune des 4 fenêtres n'était orientée vers le sud. Maria Christina avait sa théorie sur la question. Elle avait lu quelque part que les sultans plaçaient leurs concubines dans des harems dont toutes les fenêtres étaient tournées vers le nord afin qu'elles ne perçoivent pas le passage des jours. Maria Christina pensait que le défaut d'orientation de leur maison, dans un pays où il faisait parfois dangereusement froid, était à l'aune de leur enfermement. Devant la maison, il y avait un petit perron avec 4 marches en béton rugueux, ce béton qui égratigne les genoux pour toujours. Il y avait un tel désordre dans la vie de ces gens qu'il est très difficile d'en faire une histoire cohérente. J'ai donc besoin de recompter toutes choses, de les répertorier, de réfléchir à leur usage. J'essaie de ne pas trop détailler, je tente simplement d'être précise. Les détails m'emmènent toujours plus loin que je ne l'aurais voulu. Ils ouvrent des digressions, ils ouvrent des parenthèses. Je m'en inquiète, je vois mes poupées russes s'accumuler, elles me submergent, elles tombent du bureau. C'est la fantasia des poupées russes. Je ne sais plus quoi faire de ces imbrications. Je me voudrais clinique et je deviens baroque. La maison des Vaatonen était modérément laide. Elle était bâtie sur des fondations en pierre locale et contrairement à toutes les maisons en bardeaux blancs et aux maisons en briques jansénistes alentour, la maison des Vaatonen était rose. Je ne peux pas croire que Liam Vaatonen ait réellement décidé de peindre sa maison en rose. Je crois que la couleur a tourné. Je crois qu'un pigment s'est comporté de manière imprévue et que ce qui devait être orangé, peut-être même saumoné, est devenu rose. Habiter une maison rose n'est pas facile. À l'école, des esprits facétieux avaient surnommé la fratrie Vaatonen les sœurs rose-cul, en hommage à la couleur audacieuse de leur habitat. Les 2 sœurs Vaatonen dormaient dans la même chambre. J'ai compté la cuisine comme une pièce. Je ne suis pas agent immobilier. Cette chambre donnait plein nord sur une petite allée appelée Allée de l'Avenir et qui aboutissait drôlatiquement au cimetière de la Pérouse. La maison des Vaatonen était un vrai problème dans la vie des sœurs. Elle était non seulement rose et laide et mal entretenue, mais l'endroit était souvent fermé à double tour, que ses habitants soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce qui en faisait une exception à la Pérouse, puisque dans le village, personne ne cadenassait sa maison. Et les filles Vaatonen n'en avaient bien entendu pas les clés. En rentrant de l'école, elles se retrouvaient souvent assises sur le perron, leurs sacs lâchés et dégringolés jusqu'à la forêt vierge du jardin, se chamaillant ou se racontant des secrets, s'assoupissant à moitié, moroses, et regardant le ciel, tête en arrière, nuque renversée, les 2 coudes sur le ciment. Les filles se faisaient souvent engueuler, mais d'une certaine façon, elles s'en foutaient. À trop se faire rabrouer, on perd le goût d'être en paix.
vulgarité selon Marguerite Richaumont. La vulgarité, c'est laisser derrière soi un sillage de parfum. La vulgarité, c'est regarder depuis la rue à travers les vitres d'un bar ou d'un bureau de Paris. La vulgarité, c'est porter du rouge. Rire devant un homme en montrant ses dents. Laisser ses cheveux longs détachés. La vulgarité, c'est enfiler des lunettes de soleil quand il ne fait pas soleil. C'est manger entre les repas. La vulgarité, c'est fumer, jouer au bingo ou au loto et tout ce qui induit que le hasard existe. La vulgarité, c'est arborer des bijoux, monter sur un escabeau, lire des romans, prendre un bain de soleil, montrer ses bras. Maria Christina et Mena avaient fini par se demander si le péché de vulgarité ne concernait que les femmes, ou si les hommes étaient astreints au même genre d'impératif. Elles questionnèrent leur mère, qui ne répondit pas, et qui les renvoya, en haussant les épaules, aux obligations de leur sexe mineur. Aimer son prochain. Les gens ont toujours décrit la famille Vaatonen comme une famille de timbrés. Ils se rappelaient l'arrivée de Liam à l'imprimerie et ils connaissaient le moulin de la famille Richaumont, qui vivait misérablement sur les bords de l'Omoko. Les gens prenaient pour preuve de la marginalité de la famille Vaatonen la façade miteuse de leur maison, leur jardin qui ressemblait à un terrain vague prêt à être occupé par un camp gitan, l'agressivité béni-oui-oui de Marguerite Richaumont et l'état de ses deux filles. Les gens disaient « il y a la brune et il y a la blonde ». Et on aurait dit qu'ils allaient parier pour savoir laquelle mangerait l'autre en termes d'un combat de chiens, ou laquelle allait rester sur le carreau pendant que l'autre trouverait le moyen de s'évader. Les gens disaient que les filles tourneraient mal. À force d'enfermer tes gamines à double tour, elles prennent des risques dès que ça leur est possible. Et puis voilà, pas de chance. Elles tombent sur le cinglé du coin, celui qui viole les petites filles, ou alors elles se retrouvent embarquées par un type de passage qui leur promet monts et merveilles, qui les embobine et qui finit par les rouer de coups, les couper en menus morceaux ou leur imposer le trottoir d'un quartier malfamé. Tu ne leur rends pas service à tes mômes en te conduisant comme ça. Les gens lisaient trop de faits divers ou alors ils ne lisaient rien, on n'a pas besoin de lire ce genre de choses pour les imaginer. À la campagne, on se raconte des histoires macabres dès qu'on a un peu de temps devant soi. Ce que préféraient les gens de la Pérouse, c'était parler des filles de Marguerite et de leurs passions tristes. On en faisait des martyrs de leur mère. Quel plaisir de leur prédire un tragique avenir. Quel plaisir que la foudre de la fatalité ait toutes les chances de tomber sur la maison rose plutôt que sur la vôtre.
Le début de la fiction. Quand on ne voit plus sa famille, ou quand elle a disparu corps et biens, ce qui pose problème, c'est la façon dont on raconte l'histoire. La vilaine sœur, ce qui est ajouté, ce qui est soustrait, la façon dont je vis l'histoire, différente de la façon dont ma sœur a vécu l'histoire, ou ma mère, ou mon père. Chacun de nous a une version de l'affaire, et ces versions n'ont aucun point d'achoppement. Elles ne sont jamais recoupées et les événements remémorés ne sont pas les mêmes. Les dates ne sont pas les mêmes. Alors il faudrait pouvoir confronter ces versions, mais puisque la famille a disparu, ou bien qu'elle est muette ou démantibulée, cette entreprise est impossible, et ma vérité devient mensonge. Elle n'est que ce que j'ai pu vivre et ressentir, elle est incomplète, et blessante, et invérifiable. Nos versions sont comme 2 ou 3 droites parallèles qui jamais ne se rejoignent. Raconter sa propre histoire devient un projet si artificiel et si solitaire. L'élaboration a posteriori donne l'impression d'une trajectoire, d'une volonté et d'un désir. Ce n'est qu'une vue de l'esprit et une recréation à tête reposée. Ce ne sont que des fragments disjoints, les dalles disjointes du carrelage, et les trous laissent voir la terre même, la terre battue, sa poussière, sa sécheresse et sa profondeur. Double foyer. Le reste du monde, pour les 2 sœurs, ressemblait à un rêve myope. Au-delà des frontières de la Pérouse, tout semblait flou, soyeux et indéterminé. Leur détestation confuse des adultes de la Pérouse et leur enfance morne leur faisait croire que l'univers alentour était un champ à l'herbe verte et parfumée, ou alors une mégalopole ultra excitante. Les 2 sœurs voulaient être prêtes dès que l'occasion se présenterait. Elles voulaient être prêtes à déguerpir, prêtes pour le vaste monde. Se rapprocher d'un petit millimètre des choses. 6 ans après, si loin de la Pérouse qu'elle a l'impression d'avoir vécu son enfance sur une planète éloignée, aux propriétés physiques et chimiques radicalement opposées, 6 ans après, Maria Cristina est assise dans un bus après avoir rendu visite à son amant. Et il y a cette femme dans le bus qui a déjà trop d'enfants. Elle en a 3. Elle est très jeune, sa peau est encore douce et souple, mais il y a quelque chose d'usé en elle. Son nourrisson hurle et elle essaie de le calmer au milieu de la réprobation générale. Son fils de 4 ans porte un blouson de cuir. C'est déjà un dur. Il est assis à côté de la fille aînée, qui est calme et résignée, front appliqué contre la vitre du bus et regard lointain. La mère embrasse son bébé minuscule, elle lui parle et elle le secoue un peu trop vivement. Elle est embarrassée par ses cris. Maria Cristina voit la cicatrice sous l'œil de la très jeune femme. Il est aisé de deviner à quoi ressemble sa vie et qui sont son père, ses frères et son mari. La femme se détourne pour allaiter son bébé, puis elle regarde dans la direction de Maria Cristina. Il y a ce mélange de dureté et de détresse. Son visage est d'une beauté stupéfiante. La beauté est une injustice et un hasard. En aucun cas, sa beauté ne lui rend la vie plus douce. Elle a 19 ans. Dans 2 ans, elle va mourir d'une septicémie. À cause d'une plaie mal désinfectée. Une plaie qu'elle se sera faite à la main chez l'un de ses employeurs où elle nettoie des bureaux la nuit. Ses 3 enfants seront récupérés par 3 de ses belles-sœurs et éparpillés comme une armée en déroute entre l'Oregon, le Texas et la Californie. Le père aura décrété qu'il ne peut pas s'occuper de toute cette marmaille. La fillette, dans 15 ans, fera une brève carrière de chanteuse punk dans un groupe appelé Black Pussy. Puis elle se mariera avec son manager et elle sera relativement heureuse. Le petit dur à cuire s'enrôlera le 30 novembre 1990 dans le 3e régiment de cavalerie et il partira aussitôt pour l'Irak. Il mourra à cause d'un œdème de Quink dû à son allergie à l'arachide le 25 février 1991 près de Djaliba pendant l'opération Tempête du désert. On rapatriera son corps en indiquant qu'il est mort sous un tir de mortier. Quant au bébé, qui est un garçon, il fera des études aéronautiques à l'Université d'État de l'Oregon, à Corvallis. Il finira par ne plus parler à aucun membre de sa famille et il prendra le nom de sa femme quand il se mariera. Le long de la vitre du bus, Maria Cristina voit un truc bizarre qui dégouline. Comme des bonbons coagulés et fondus. Des bonbons à la gélatine de porc.
Elle se dit en regardant une femme qui vient de s'asseoir sur la banquette devant elle qu'elle aime bien les filles qui n'ont pas de poitrine. Je trouve ça beau, ce creux, cette absence lisse. Elle se souvient que son père, quand elle était enfant, l'appelait poitrine de vélo. Un homme bedonnant et suant monte en même temps qu'une jeune Philippine dans le bus. Ils sont accompagnés d'un enfant qui se laisse traîner et qui pleure et qui geint en piétinant le sol de ses minuscules baskets d'athlète. La jeune femme se plaint de la méchanceté et de l'égoïsme des gens et l'homme hoche la tête sans l'écouter. Il soulève son chapeau pour s'éventer. C'est un homme d'âge mûr qui a l'air de se demander ce qu'il fait dans un bus. La jeune femme lui fait payer cher de l'avoir sortie de son île en la forçant à baiser avec lui et à l'épouser. Elle boude, elle le tient responsable de la cruauté du monde. Ils prennent le bus parce qu'il s'est fait retirer son permis pour conduite en état d'ivresse il y a 3 jours. Elle déteste prendre le bus. Elle n'est pas venue aux États-Unis pour prendre le bus. Ce n'est pas pour rien si elle a choisi un vendeur de voitures au milieu de tous ces hommes bedonnants, sentimentaux, solitaires, à calvitie et chaussettes blanches, qui lui faisaient la cour à Manille. L'homme est concessionnaire Volkswagen à Santa Monica depuis 8 ans. Dans moins de 6 mois, il la surprendra au lit avec l'un de ses employés. Il tuera les 2 amants avec son Rudger Security 6 qu'il a toujours sur lui le mardi parce qu'il transporte la caisse. Il emmènera leurs corps dans le désert vers Chino Canyon et il les enterrera. Puis il déclarera à la police la disparition de sa femme et de son employé. Leurs ossements seront retrouvés 7 ans plus tard, mais personne ne pourra les identifier. L'homme s'occupera de son fils avec une application qui fera l'admiration de voisins. Et ce, jusqu'au départ de son fils pour les Philippines en 1995, où le jeune homme installera avec ses associés un complexe hôtelier sur l'une des plages de Boracay. Son père, avec sa petite retraite de concessionnaire automobile, viendra vivre lui aussi aux Philippines, pas loin de chez son fils, et il se la coulera douce jusqu'à son infarctus en 2003. Maria Cristina dénombre combien d'entre tous les passagers du bus mourront d'un cancer, et cette triste pensée la maintient impliquée dans le mouvement commun de leur corps périssable. Et quand elle dit « leur corps périssable », elle dit « mon corps périssable ». C'est ce grand élan commun vers le néant qui lui rappelle le caractère minuscule et invisible de leur vie. Et quand elle dit « leur vie », elle dit « ma vie ». Tout cela lui donne envie d'aller s'asseoir sur le bord de mer, tout au bout du ponton, près des pêcheurs de barracuda, à écouter le braillement des mouettes, à sentir sur son visage le vent chargé de sa nauséeuse odeur de crabe. Comment se fait-il que je pense systématiquement à la dégradation de nos corps quand je prends les transports en commun ? Maria Cristina ferme les yeux. Elle ne sait pas si être envahie en permanence par d'autres vies que la sienne est une fatalité ou une richesse, ou si tout cela n'est pas simplement un exercice d'a priori, la divertissante estimation de ses contemporains par leur allure, leur fantôme de sourire, ou leurs oripeaux n'est peut-être pas une habitude si reluisante. Quand elle était petite fille, elle se sentait si submergée par les émotions des autres qu'elle pensait avoir une sorte de pouvoir magique. Elle se sentait engloutie par les émotions des gens. Ce jour-là, le jour qui marque le début de sa vie sexuelle, elle se demande si tous les passagers du bus peuvent soupçonner ce qu'elle vient de vivre. Mais elle voit bien qu'aucun des passagers ne la regarde comme elle les regarde. Le fourvoiement. Maria Cristina fit le tour du monde, grâce à sa petite gueule triste et glamour. Quand La vilaine sœur sort en mars 1978, Maria Cristina Vaatonen n'est pas majeure. Il aurait donc fallu que son père signe son contrat d'édition pour elle. Raphaël Claramunt, son mentor et protecteur, pressentant les problèmes que cela pourrait poser, décide de mentir sur son âge. Il s'y prend très officiellement, à tel point que la carte de séjour de Maria Cristina est établie à l'avenant. C'est donc à ce moment-là que l'âge de Maria Cristina commence ses fluctuations et que du coup, la perception qu'elle a du processus de son propre vieillissement connaît ses premiers signes d'altération. Claramunt, à cette époque, vit un regain d'activité. Ses revers d'argent sont un mauvais souvenir. Il n'a pas réintégré le manoir, mais il s'est installé dans la chambre 411 de l'hôtel Paradise. Il y orchestre les interviews de Maria Cristina, il est protecteur avec elle.
et il est effrayant envers les importuns. Il s'arroge ce rôle, elle le laisse faire. C'est une période un petit peu confuse. Claramunt dit que ce qui est bandant chez elle, c'est qu'elle donne l'impression de n'avoir besoin ni de lui ni de personne. Maria Cristina devient une jeune femme sexy parce qu'elle est fascinée par les femmes sexy, parce qu'elle trouve dangereux de l'être et parce que cette posture fait enrager ce que son amie Joanne appelle les féministes misogynes. Maria Cristina dit qu'être séduisante est un risque et qu'elle aime prendre ce risque. Elle dit également que le salut des femmes réside dans leur possibilité à devenir grosses et laides et à ne plus se regarder les unes les autres comme des rivales. Les femmes seraient ainsi moins malheureuses, et elle dit que les hommes seraient eux aussi moins malheureux. N'est-il pas terrible pour eux de voir partout ces petits culs intouchables, ces princesses à longues jambes qui font du roller dans leurs mini-shorts et qui leur disent toujours non? Et puis Maria Cristina rit elle-même de ce qu'elle raconte pour que les gens comprennent qu'elle plaisante. Mais parfois, elle ne sait plus si elle plaisante. Maria Cristina parle beaucoup des femmes, des hommes et de l'enfance. Elle parle de la différence entre les hommes et les femmes. Elle dit aux étudiantes qui viennent l'écouter, il y a toujours un moment où une femme évalue le poids et la rapidité d'un homme. Et puis elle dit des choses plus pragmatiques. Elle dit, toute femme sait ce que c'est que de descendre la nuit au 4e niveau d'un parking souterrain, d'entendre résonner ses propres pas sur le ciment et de se concentrer pour être sûre qu'elle est bien seule et qu'elle aura le temps d'atteindre sa voiture si quelque chose survient. On lui demande souvent son avis sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. Elle est en général mal comprise. Claramunt lui apprend à ne pas se soucier du malentendu. Il lui répète que le succès d'un livre est de toute façon un malentendu. Maria Cristina dit qu'elle ne veut pas d'enfant. Elle dit que l'espèce est déjà assez pullulante. Maria Cristina parle du couple et de l'idée surprenante qu'un couple doive partager le même habitat. Elle dit que très peu de mammifères y arrivent. Sur cette question-là, nous ne sommes pas beaucoup plus évolués que des loutres, déclare-t-elle. Alors pourquoi s'entêter? Puis elle dit que les couples finissent par se jeter à la tête leurs divinations rétrospectives qui leur permettent de se croire plus malins que les décisions qu'ils avaient prises. Elle parle du couple et des querelles de couple, alors qu'elle n'en a qu'une construction de l'esprit. Il semble qu'elle réagisse plus aux idées des autres qu'elle n'initie des idées de son cru. Maria Cristina dit qu'on a refusé pendant des siècles aux femmes d'être des électrons libres. Elles étaient soit mariées, soit au couvent. La femme moderne se doit de rester libre. Maria Cristina dit qu'elle aimerait n'avoir recours qu'à la solitude. Elle dit souhaiter refuser le nous fusionnel, mais l'idéalisme est instable. Elle apprend que l'écriture d'un livre est faite de ruses et puis d'esquives. Maria Cristina n'a ni la tentation, ni la bonne idée de se mettre à l'abri dans une lézarde. L'existence de Maria Cristina Vaatonen est une existence moderne, une existence qui aime le simulacre de l'occupation maximale et de la saturation ordinaire. On ne peut rien y faire à ce moment-là de l'histoire. Elle couche avec d'autres hommes que Claramunt, elle le fait seule, et puis sous le regard de Claramunt, que le sexe fatigue quand il le pratique. Elle habite toujours avec sa bonne amie Joanne. Cependant, elle passe beaucoup de temps dans la chambre 411 de l'hôtel Paradise quand elle n'est pas en voyage. Elle couche avec des femmes, mais rarement et en général pour le plaisir de Claramunt, parce que cela fait partie de leur sexualité à tous les deux et que certaines filles sont vraiment belles et douces. Et puis elle finit par ne plus coucher avec personne. Ce qui la captive, encore, c'est l'instant de la séduction, de l'avant-fornication. En revanche, se frotter contre une nouvelle peau, respirer une nouvelle odeur et toucher de nouveaux organes a fini par la lasser. La répétition l'ennuie. Elle n'aime que l'instant doux du premier regard qui lui creuse l'estomac comme si elle avait erré en plein désert pendant 3 jours. C'est un vrai trou qui la traverse de part en part. C'est cela la séduction. On pourrait voir à travers son corps percé. C'est le pincement amoureux qui lui manque. L'envie de plaire. Elle aime plaire. Elle trouve cela agaçant d'avoir autant envie de plaire. Agaçant et préhistorique. Mais elle ne peut se résoudre à abandonner le plaisir d'être regardée, même si elle juge ce plaisir dégradant. Elle ne s'inquiète pas de ne plus avoir envie de coucher avec personne, bien qu'elle n'ait pas encore 20 ans. Elle se sent bourrée de contradictions. Parfois, Maria Cristina redevient une enfant. Elle dit bonjour aux gens en terrasse quand elle entre dans une cafétéria et elle redit bonjour quand elle ressort, parce qu'elle a peur d'avoir oublié de le faire, parce qu'elle craint de passer pour une pain-bêche et parce qu'elle n'est plus du tout physionomiste.
à cause de tous ces visages qu'elle a vus, de tous ces yeux qui l'ont regardée, scrutée, évaluée. Maria Cristina ne sait même pas pourquoi elle redit bonjour, et quand elle s'en rend compte, elle sait que c'est ridicule, et qu'il devient limpide aux yeux de tous qu'elle est terriblement gênée, qu'elle espère qu'on la prendra pour une fille modeste et sympa, alors qu'elle a simplement l'air d'une détraquée. Elle ne sait plus qui est qui, tous les visages se sont fondus les uns dans les autres. Parfois, Maria Cristina redevient une fille de la campagne. Quand elle va chez un médecin de riche, qu'elle patiente dans la salle d'attente assise sur un canapé en cuir blanc, et qu'il lui semble que toutes les femmes qui sont là sont plus à l'aise qu'elle, plus belles, ou pas vraiment plus belles, mais seulement plus dans leur élément, plus évidentes et plus propres. À tel point qu'elle quitte parfois la salle d'attente parce qu'elle a l'impression de sentir mauvais. Maria Cristina boit beaucoup, mais elle ne se drogue pas. Elle adore ne pas se souvenir de ce qu'elle a dit la veille. Elle peut avoir confusément honte, mais ne se souvient de rien. Ce qui s'est produit la veille ne la concerne plus. Maria Cristina rencontre enfin Rebecca Stein, son éditrice. Elle va la voir dans son bureau panoramique à New York. C'est une pièce qui doit mesurer 60 mètres carrés, avec des baies vitrées qui donnent sur le toit-terrasse aménagé d'un palace de la 5e avenue, avec cocotiers en résine et piscine. Rebecca Stein est éblouissante dans son bureau trop lumineux. Bach sort des baffles aménagés dans le mur. On dirait que les murs exsudent Bach. Ça pourrait ressembler à une caricature du paradis. La moquette est aussi douce et précieuse que la fourrure d'une hermine. C'est un bureau comme une Cadillac climatisée qui roulerait en plein New York, toujours à la même vitesse, sur un tapis d'ouate, et qui vous ferait percevoir le lointain bruit de la circulation comme autant de chuintants soupirs. Tout ici n'est que luxe, calme et volupté. Rebecca Stein lui présente l'équipe. Elle répète cela tout le temps. C'est un travail d'équipe. Si bien que Maria Cristina a le sentiment qu'on parle de l'enrôler pour jouer au hockey aux Jeux Olympiques. Rebecca Stein a les cheveux aussi noirs que ses yeux et elle ne s'habille qu'en blanc. Elle est d'une minceur extrême. Elle ne doit rien manger d'autre que des graines et un peu de mouron pour les oiseaux. Pendant la visite des locaux et la présentation de l'équipe, Clara Munt, qui accompagne Maria Cristina, ne cesse de faire des remarques ironiques à son oreille pour la faire sourire. Il sent bien qu'elle est très mal à l'aise et qu'elle aurait préféré un éditeur dans un bureau minuscule et bordélique et malodorant, une sorte de terrier à livres. Quand il ressort de là, Clara Munt lui dit que rien ne l'oblige à retourner voir Rebecca Stein. Maria Cristina peut tout gérer de loin et lui, il s'occupera du reste. Maria Cristina apprend à conduire et s'achète une voiture. Elle part régulièrement rouler dans le désert, là où les serpents demeurent immobiles sur l'asphalte chaud, là où les chiens sont jaunes et faméliques et où les caravanes ensablées patientent sous les réservoirs d'eau. Le vent y est sec et coupant, brûlant comme un sirocco. Comme il est étrange de se dire qu'au bout de la route, il y a ce petit Eldorado tropical qu'elle habite. Maria Cristina prend l'avion souvent. Un jour, elle s'envole pour le Brésil et l'avion tombe comme une feuille. Il se met à perdre de l'altitude. Tout le monde dort dans la cabine. Tout le monde dort, sauf Maria Cristina, qui sent tout à coup que l'avion n'est posé sur rien, qu'il est simplement sur des courants d'air, et que ces courants d'air ne sont pas tant ses alliés que ses ennemis ou ses concurrents. Et l'avion tourne sur lui-même et il tombe, à plat, et selon un axe vertical imaginaire, comme si tout s'était arrêté, comme s'il était aspiré par la bouche d'un monstre juste sous lui. La chute dure quelques secondes, mais Maria Cristina a le temps de promettre mentalement des milliers de choses à des instances supérieures invisibles, et l'avion récupère son équilibre. Et Maria Cristina se dit que jamais plus elle ne reprendra l'avion. Mais elle continue. Elle arrive même à se persuader qu'elle est détendue dans un aéroport, qu'elle pourrait s'y retrouver les yeux fermés et que les agents des douanes ne l'effraient pas. Depuis, quand elle est assise dans un avion, ceinture bouclée, elle adopte un air dégagé en buvant de petites rasades de gin tonic toutes les 10 minutes. Elle essaie tout le temps de paraître décontractée et désinvolte. Elle pense qu'en contraignant sa nature, elle finira par devenir réellement une personne décontractée et désinvolte. Parfois, la terreur la reprend, la terreur d'être à 40 000 pieds de la surface de l'océan, de ces requins, de ces abysses et de ces calamars géants, à l'intérieur d'une carlingue de plastique et de métal et de moquette, qui ne se maintient pas plus logiquement dans l'espace qu'un caillou lancé en l'air n'est censé y rester suspendu, et même si on lui raconte des histoires de portance et d'écoulement d'air autour des ailes, c'est la sensation des températures sibériennes autour de l'appareil,
la glace sur les hublots et l'absence d'oxygène qui la rendent si dingue qu'elle serait prête à perdre la raison. Je pourrais tout aussi bien être sur la Lune, se dit-elle fréquemment. Maria Cristina ne sait pas voyager autrement qu'avec quelqu'un qui l'accueille dès son arrivée et qui lui présente les merveilles du pays. Une personne avec laquelle elle entretient durant la durée de son séjour une relation personnelle, dévoilée, presque intime, d'une intensité à l'aune de la brièveté du séjour. Une personne qu'elle quitte, persuadée de la revoir, d'avoir noué des liens amicaux durables avec cet accompagnateur ou cette accompagnatrice. Mais quand elle revient chez elle, tout a disparu et la nécessité d'entretenir cette relation a elle aussi disparu. Maria Cristina va en Amérique latine et en Europe. Elle rencontre des écrivains. Ils la jaugent parce qu'elle est très jeune, parce qu'elle a écrit un texte autobiographique et parce qu'elle a du succès. Ces écrivains veulent tous être consacrés, mais populaires. C'est une engeance assez malheureuse. Ils parlent beaucoup d'argent entre eux, ils comparent leurs contrats, ils comparent leurs revenus, les résidences qu'on leur alloue, et ils disent du mal les uns des autres. Il semblerait parfois que lorsqu'ils débattent devant un public, ils briguent des suffrages. Ils font des blagues, ils font de l'esprit. Vont-ils esquisser un pas de danse ou se lancer dans un tour de magie ? Puis ils se reprennent et ils redeviennent sérieux et moroses. Maria Cristina met du temps à comprendre qu'au fond, ils se comportent comme elle. Ils tentent simplement, tout comme elle, d'enrayer leur malaise. En général, tout paraît très feutré. La quasi-totalité des membres de cette corporation pourrait porter des pantalons en velours côtelé et des mocassins à semelles en caoutchouc. Mais quand elle rentre à Los Angeles, c'est l'inverse, tout est assourdissant. Elle a plaisir à être ce qu'elle est, en Californie et à New York, là où Claramunt l'emmène. Loin des écrivains, dit-il, parce que les écrivains sont laids. Claramunt, au fond, préfère le cinéma et la peinture. Il s'amuse qu'on lui demande d'écrire la biographie d'un dictateur ou celle d'une rockstar. Il espère que tout le monde a bien compris qu'il est plus intelligent que n'importe lequel des participants à cette grande loterie. Pendant cette période, il y a un tel vacarme, la musique est à un tel volume qu'il faut crier pour se faire entendre. Et que peut-on raconter quand on ne fait que crier ? Des blagues, des ragots, des mensonges pour se mettre en valeur, ou alors on fait des proclamations spectaculaires. Cette situation semble moralement convenable. Ce serait de ne pas profiter de la chance qui vous est offerte, qui serait inconvenant. Ce qui pouvait prendre la forme de la liberté. Ma liberté a l'odeur du large. Elle a l'odeur du bois mouillé et des coquillages. Ma liberté a l'odeur du varech bourdonnant de mouches, l'odeur des Lucky Strike sans filtre et du monoï. L'odeur des bonbons à la pomme verte et du Sprite. Ma liberté a l'odeur de la Californie en 1976. Elle sent l'herbe et l'océan, elle sent la poudre de Bonnie and Clyde, la sueur des habits synthétiques et l'encens. Ma liberté sent le musc, tes cheveux et leur shampoing à l'amande. Le pain fait maison, la marijuana rincée dans l'évier, le plastique chauffé des cassettes audio en vrac dans la boîte à gants. Ma liberté sent le cèdre et opium, le jasmin et l'agapanthe, le bitume brûlant. Elle sent le vent qui vient du désert de Mojave et qui assèche la peau et la gorge. Elle sent la poussière et le sable sale. Elle sent le gasoil et l'essence qui jamais ne viendra à manquer. Elle sent l'odeur de chaussettes des cinémas ouverts 24 heures sur 24. Elle sent les crétecs et les humeurs insurrectionnelles, le tabac froid et l'écorce des oranges, leurs feuilles si vertes et luisantes et cirées et vénéneuses. Ma liberté sent les clams dans des cornets de papier, la bière mexicaine, les tacos, les gaufres, le riz aux haricots noirs, la viande grillée et toutes sortes de choses vinaigrées et sucrées.